d'abord, je suis ravi de me promener en forêt avec vous parce que ça m'a paru intéressant de vous faire partager mes goûts et mes passions. Voilà. Donc les forêts, vous en avez vu, vous en verrez. Mais là, je vais vous expliquer la mienne. Donc je suis un forestier par passion. Ça n'a jamais été mon métier, bien qu'étant dans l'agriculture, et dans les gîtes de France. Mon intérêt pour cette forêt, c'est voir ce qui a été fait par les autres, comprendre pourquoi ils l'ont fait, et moi, qu'est-ce que je peux apporter en plus par rapport à cette expérience. Voilà. Donc, je vais vous faire voir différents stades, des parcelles que j'ai achetées, des parcelles que j'ai aménagées, que j'ai plantées, différentes essences, du feuillu, du résineux. Aujourd'hui, on appelle le plateau de 1000 vaches, et ça veut dire source en sel. Voilà. Donc, c'est le pays des 1000 sources. On a des âges et on a été à l'école communale pareil, et on nous a appris que le Massif central, c'était le château d'eau de la France. Donc, à l'origine, c'était des landes. On fait un carottage dans une tourbière, et vous avez là 2-3 000 ans d'histoire de la végétation du territoire. Puisque, par strate, vous allez savoir qu'à telle époque, il y avait des noisiers. Mais par contre, il n'y avait pas de résineux. Les mélèzes, on en a vu à telle époque. Voilà. Alors, cette forêt, c'était, pour certains, on le verra, des communaux qui étaient destinés à la pâture. Et avec la déprise agricole et compagnie, la forêt s'est plus ou moins installée. Et c'était des forêts sans grande valeur. Il y a toujours eu une espèce de dualité chez l'agriculteur entre la forêt et l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est son gagne-pain de tous les jours. La forêt, c'est quand on est mort que ça rapporte. Je veux dire, la forêt, c'est quelque chose, c'est un investissement sur 40 ou 50 ans, à minima, dans les résineux. Parce que si on parle du reste, c'est à échéance de 3 générations. Plantation de pin sylvestre et après j'ai fait une plantation d'épicéa. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait ça la même année. Donc vous allez voir la puissance de telle essence ou de tel arbre par rapport à tel autre. Là ici, j'avais fait une plantation, assez classique. C'était une parcelle qui avait été coupée depuis plus de 10 ans, donc il y avait pas mal de saloperies qui avaient poussé. Donc là, on a fait passer un broyeur, un gros broyeur. On arrache les souches, on les arrache intelligemment, c'est-à-dire que on casse la souche et la terre reste en place. Mais on a quand même tout bouleversé. Après, on est en train de se calculer, de dire, il faut faire attention parce que on ravage les sols. Les sols sont vivants. Je vous ferai voir, si j'ai l'occasion, mais des relations entre arbres, parce que là on va dans une autre dimension, des relations entre les arbres qui communiquent entre eux par le biais des racines. Et c'est comme ça que on a des végétaux, des plantes qui sont en relation avec l'arbre. Et s'il y a un truc qui est tout à fait particulier que vous retiendrez, c'est la mycorhize de la truffe. La truffe, c'est quoi? C'est un champignon qui est en alliance avec un arbre. Mais la truffe, c'est un champignon souterrain, n'a pas de relation avec le soleil, la fonction chlorophyllienne. Donc la truffe, par le biais de ses racines, de son mycélium, va chercher le sucre dans la sève qui est élaborée par l'arbre qui, lui, a la tête au soleil. Vous voyez quand même. Et donc, ça c'est une image, si vous voulez. Mais c'est quand même quelque chose qui est étonnant. Et il semblerait que ça existe entre arbres. On se rend compte qu'il y a une souche qui a été coupée en ras, il n'y a pas de branche, il n'y a rien. Et cette souche cicatrise. Avec quoi elle va faire sa sève? Eh bien, sa sève, c'est son voisin qui va l'aider. Il y a une relation qu'on ne maîtrise pas vraiment, parce que les gens qui sont partis là-dedans, des fois au début on les a traités de rêveurs, mais ça, il y a une réalité qu'on a réussi à démontrer dans un certain nombre de situations. Donc, essayons de ne pas
trop massacrer le sol. Il y a ce système de tout écarter. Et puis il y a un autre système qui est en train de se faire jour, c'est celui-là. C'est pour ça que je vais vous amener. Les souches sont là, les rémanents de la coupe sont en place, parce que c'est eux qui feront l'humus de demain. La matière organique du sol, c'est ces branches. On fait un trou avec le godet, on remet la terre et on plante là-dessus. Alors là encore, il y a les pour et il y a les contre, parce que comme on fait un trou avec un godet, si c'est un godet classique, on va avoir tendance à faire un pot de fleurs, et à ce moment-là, les racines vont avoir tendance à rester dans le pot de fleurs. L'autre méthode, et c'est celle que je vais employer, uniquement du rangement de branches. Et là, les rangées, on les fait beaucoup plus proches les unes des autres, parce que ça, si c'est satisfaisant au niveau de l'esprit, au niveau de la réalité pratique, ça veut dire qu'ensuite, il va falloir débroussailler. Vous voyez avec une débroussailleuse là-dedans, quand les fougères sont montées comme ça, et les ronces, ouais, c'est impénétrable. Et on n'a pas de machine aujourd'hui qui nous permette de débroussailler dans ce genre de truc. Voilà. Ici, le chêne classique, avec le climat que nous avions, avait tendance à être gélique. Et donc, le chêne avait une fissure comme ça, vous allez voir, vous voyez, comme une fissure, et la bille, à ce moment-là, était totalement dévalorisée, puisque ça faisait des bois qui ne se tenaient pas à l'intérieur. Voilà. Donc, on nous avait dit, le chêne d'Amérique, pas de problème. À l'usage, on s'est aperçu que le chêne d'Amérique, les gelées, les crins aussi. Alors, ici, ce qu'on avait fait avec le CRPF, c'est que on avait, pour essayer de comprendre, on a des provenances de chênes d'Amérique qui vont de la frontière belge jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Pour voir si dans les provenances, il y en a qui ont une meilleure tenue. Voilà. Les marques que vous voyez sont les marques que le CRPF a fait par rapport au suivi de ces peuplements. Donc il faut qu'ils soient gainés pour qu'ils montent et qu'ils fassent un fût. Dans une plantation comme celle-là, c'est-à-dire qu'on est parti c'était plat. Quand ça se coupera, ça, il y aura ce qu'on appelle la régénération naturelle. C'est-à-dire que dans les années qui vont préparer la coupe rase, et ça sera la même chose dans les sapins, dans les années qui précéderont la coupe rase, on fera déjà une grosse éclaircie. Si on laisse, ils vont monter trop fin, mais si on les dégage trop vite, ils vont se coucher. Il faut qu'ils prennent de la hauteur, mais il faut qu'ils prennent aussi du diamètre. Parce qu'il y a un autre élément à rentrer en ligne de compte, aujourd'hui, c'est le gibier. Et le gibier fait beaucoup de dégâts, que ce soit les cerfs ou les chevreuils, ils font énormément de dégâts dans les 20 premières années. Un des problèmes de la plantation des arbres, c'est le sol. Le sol et le sous-sol. Quand vous plantez un arbre, il vient d'une pépinière. Pour arracher les arbres, on passe une machine qui coupe dessous pour pouvoir les arracher, sinon c'est inarrachable. On coupe le pivot. L'arbre là-bas qui pousse tout seul, lui, il a un pivot. Ce pivot, lui, va descendre. Il va trouver une place entre les cailloux, les rochers, machin, et il va descendre, et il va rayonner. Alors qu'en pépinière, quand vous l'arrachez, vous coupez. On plante 1200 pieds hectares. Là, aujourd'hui, j'ai plus que, allez, 850 pieds hectares. Pourquoi? Parce que celui-là, il était fourchu. Celui-là, il avait des branches qui étaient parties. Celui-là. On a coupé parce que on a décidé, à un moment, on a regardé la tête des arbres et on a calculé les arbres d'avenir. On l'a ébranché jusqu'à 6 mètres. Ça, c'est ce qu'on appelle les arbres d'avenir. Il y a aujourd'hui une demande très forte de bois de 40 diamètres. Parce que ce sont des bois qui sont industrialisés. C'est-à-dire que
de là jusqu'à Casto, Rama, personne ne va le toucher. Tout va être automatisé. Tout. Ce qu'on apprend aux sylviculteurs, c'est de mettre son arbre en condition pour qu'il ait le plus beau diamètre possible, parce que avec l'âge, la qualité du bois augmente. Et ici, un Douglas, c'est un bois qui est rouge. Vous voyez? Et ce bois rouge, on l'appelle le duramen. Et le duramen, eh bien, vous n'avez pas besoin d'y foutre l'insecticide, du machin pour les termites. Elles y rentrent pas dedans. C'est comme le bois noir dans le chêne. Par contre, dans l'épicéa, ça rentrera. Dans le Douglas, le duramen, vous pouvez le mettre, il n'y a pas besoin de le faire autoclaver, machin, pour faire la terrasse. Les arbres, ce sont des puits à carbone. Bon. Un arbre comme ça va stocker. Ce qui est important, c'est pas de ne pas le couper. Parce que si on ne le coupe pas, celui qui est tombé, le carbone, il remonte. Hein. Parce que en pourrissant, le carbone, ça va. Donc, ne pas couper, c'est idiot. Par contre, là, ce Douglas, lui, on a fait un bois de charpente. On a fait un bois d'intérieur. Si la maison reste 90 ans debout, ou 100 ans debout, ou si votre chalet reste debout, eh bien, le carbone, il est piégé pendant 100 ans. Et derrière, vous coupez ce bois, vous faites repousser d'autres bois, du jour au lendemain, ils ne vont pas absorber la même quantité de carbone, mais ils vont très rapidement reprendre la relève et continuer de piéger du carbone. Il n'y a que le houppier qui est là-bas tout à fait en haut, et c'est ça qui va nourrir l'arbre. Le restant, à partir du moment où une branche est dominée, une branche asséchée, n'a aucun intérêt. Les billes à 6 mètres, vous êtes assuré d'avoir une bille de bois d'œuvre, sans branche. Et voyez, autre particularité de la conduite, c'est que votre peuplement, au lieu d'avoir des troncs coniques, les fûts sont cylindriques. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas beaucoup en montant. Entre chaque, un an, entre chaque. Et là, vous vous apercevez de quoi? Là, on a des croissances qui sont rapides. Et là, tout d'un coup, c'est un bois qui était normal, comme les autres, et tout d'un coup, ce bois a été dominé. Donc, les croissances ont diminué pour disparaître pratiquement, quoi. D'où la nécessité, cet arbre, il faut l'éliminer. Parce que même s'il ne produit pas grand-chose, il pompe de l'eau, il pompe des éléments nutritifs qui ne servent à rien. On a des forêts sectionnales. Ça, c'est une forêt sectionnale. Les produits de cette forêt appartiennent aux gens de ces deux sections. Quand je dis appartiennent aux gens de ces deux sections, au feu de ces deux sections. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des maisons habitées. Le système de respiration et d'évapotranspiration du feuillu n'est pas le même que le résineux. Voilà. Et donc, ils ont des périodes, si vous voulez, qui s'associent bien, quoi. C'est-à-dire que quand il y en a un qui lâche l'humidité, l'autre est un peu en manque, quoi. Alors, dans les plantations que je vais réaliser à l'été, l'automne prochain, je vais mettre 20% de hêtres. C'est-à-dire que je vais mettre 3-4 hêtres à la suite l'un de l'autre sur une ligne. Et puis, je mettrai 4 un petit peu plus loin, de façon à faire 20% de mon truc. Un jour ou l'autre, on aura une saloperie sur un type de résineux. Comme aujourd'hui, on a les scolites, et les scolites tapent les épicéas. Ils ne touchent pas le reste. Mais si vous avez votre parcelle où il y a des épicéas, ben votre parcelle est morte. Voilà, c'est cet ensemble-là que je voudrais faire voir, de façon à que quand vous allez passer devant une parcelle forestière, devant un bois, vous direz, oui, l'autre jour, avec Jean-Marie Roche, on avait parlé, deux résineux sous lesquelles on trouvait des cèpes, c'était l'épicéa et le grandis. Et ce qui arriva, ce qui devait arriver, on a trouvé 2 cèpes. Voilà.